Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Pouce et j'ai Glaps qui est avec moi. Et oui, encore et toujours. Et nous allons continuer notre petite série sur les devs Jared et des devs de Heart of Iron 4. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est combat aérien et combat naval, donc on va commencer par les combats navals, en l'occurrence la haute mer. Le combat naval et le combat aérien sont assez similaires dans le sens où on va engager nos troupes nos navires et nos avions dans des grandes zones stratégiques en fait. Parce qu'en fait, la carte de HOI 4 sera découpée en 4 niveaux. Il y aura les zones stratégiques, il y en a une qui existe déjà, elle s'appelle Nord de la France. On ne sait pas exactement ce qu'elle reprend, mais ça semble aller de la Bretagne jusqu'à la frontière belge. C'est ça, la France est divisée en deux zones stratégiques. Ensuite, en dessous, il y a ce qu'ils appellent les States, ce qui reprend, je pense, le concept de Victoria. Donc, c'est vraiment les départements, comme on pourrait dire en français, ou les États. Et en dessous de ça, il y a vraiment les provinces qui seront la province de Caen, qui ferait partie La région, de la région Normandie, merci, qui fait partie de la zone stratégique France. La plupart des infrastructures, alors il y a beaucoup d'infrastructures qui ne seront pas au même niveau. Par exemple, il y a les ports, les infrastructures portuaires sont au niveau de la province. Donc le port de Cherbourg proprement dit. Et les usines aussi sont sur les provinces. alors que les ressources sont à un autre niveau je crois. Sont à la région, les radars sont aussi au niveau de la région, les aéroports sont aussi au niveau de la région. En fait, il y a plus le concept d'aéroport qu'on pose sur une province, c'est une région qui Voilà, peut accueillir certains... comme pour les radars en fait, voilà, ils ont... Exactement. Ce qui est pas si mal que ça en fait. Non, je trouve ça enlève un peu de la micro... C'est ça, voilà. Alors pour revenir au niveau naval, on va avoir des missions par zone, hein, donc on va avoir les bonnes zones de patrouille, où vraiment on va disséminer les forces pour avoir le maximum de vision possible. Donc ça peut être pas mal de faire peut-être une patrouille avant d'engager une force ennemie pour avoir les yeux. On a les bons vieux rechercher détruire, search and destroy. Sauf que là on va avoir moins de vision, les flottes vont être plus rassemblées, à ce que j'ai compris. C'est ça qu'il faut bien comprendre maintenant, vu qu'on donnera un ordre sur sur une zone stratégique. Et là, on peut voir sur ce screen du Japon que la zone stratégique, c'est la mer des Philippines. C'est ça. C'est essayer donc de trouver une flotte ennemie là-dedans. Il faut d'abord faire avoir des yeux et compagnie, et c'est peut-être là que va savoir si on n'aura pas des bombardiers navaux pour apporter de la vision ou des hydravions, c'est con, mais tu sais, les bons vieux Catalina qui passent et qui d'un coup t'envoient un pop-up parce qu'ils ont repéré une flotte ennemie. Et en fait, justement, l'histoire de l'ordre de patrouille te dit qu'en fait, tu cherches l'ennemi. Ça veut dire que tu vas te disperser le plus possible, mais si l'ennemi, lui, il est dans l'autre mission, le Search and Destroy, lui, au contraire, il est moins dispersé, il est plus rassemblé, et il essaie au contraire d'engager le combat. Donc en fait, c'est une histoire de cache-cache. Qui c'est qui... Comme la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment de cache-cache, reconnaissance, et puis premier qui trouve va avoir un premier coup de dague avant l'autre. Après, on peut aussi voir que dans les deux autres ordres, on a le fameux convoy raiding, qui est pour aller vraiment chasser le commerce. Chasser le commerce. Mais après, il y a un nouvel ordre, l'ordre d'escorter le commerce. Ils ont enlevé l'ASV proprement dit, c'est plus, tu vas plus chasser du sous-marin. D'ailleurs, ce qui va nous permettre de basculer sur le côté stratégique de la guerre navale avec comment les convois vont être faits. On a parlé qu'on allait construire nos chars et nos avions. On va pouvoir mettre ça dans les bateaux, c'est-à-dire que on va littéralement envoyer du matériel et des ressources par bateau. Maintenant vous allez plus simplement couler des convois. Vous allez couler des bateaux avec le matériel que vous avez produit à l'intérieur. Donc peut-être que vous aurez un pop-up, vous venez de couler 5 convois, vous venez de détruire 50 Sherman. Ces 50 Sherman, vous les avez produits le mois dernier. Vous vouliez les envoyer à un allié. L'aspect des convois et de la guerre stratégique, de frapper avec des sous-marins, va devenir absolument passionnant. Comme Pépé a dit, c'est plus maintenant juste des convois. En fait, il n'y a plus, comme j'ai aussi pu comprendre, il n'y a plus de convois proprement dit. Tout, c'est en gros par la TC. On envoie de la TC ailleurs. Si on se fait couler des convois, on perd de la TC, il faut en reconstruire. Et en plus, on perd le matériel qu'il y a dedans. Et on perd le matériel là-dedans. Voire de la manpower. Comme j'ai dit, il y a d'unité navale transport, ce qui veut dire que envoyer une unité terrestre, des chars, de l'infanterie, ce qu'on veut, passer une zone humide, ça veut dire qu'elle se déplace physiquement sur la carte en mer, et si elle se fait choper stratégiquement par des convois, votre division d'infanterie ou de chars, elle aura peut-être perdu 15% de sa force parce qu'elle s'est fait choper. Pendant le mois qu'elle traversait, elle s'est fait choper quelques convois. Pour donner un exemple, je sais pas, imaginez la 82e division d'infanterie américaine qui part de Plymouth en direction de Cherbourg avec, je sais pas moi, 8 convois, 8 TC, 8 points de TC.
Donc vous avez toute votre division dans les 8 points de TC, vous allez voir l'ATC avancer, et vous avez un U-boat allemand qui passe par là, qui va couler 2 points de TC. Peut-être que dans les 2 points de TC, vous allez perdre, comme dit Glaps, 20% de manpower de votre infanterie quand elle va se reformer à Cherbourg, parce que vous aurez perdu peut-être 1000 hommes dans les 2 navires qui auront été coulés par le sous-marin, tout simplement. Vous allez véritablement, maintenant la guerre sous-marine avec l'allemand va devenir pas seulement juste avoir des chiffres, c'est là que vous allez vraiment avoir un impact sur la production et sur le... On va vraiment parler d'asphyxie maintenant, littéralement, si elle est bien menée. Une bonne guerre sous-marine qui empêche l'arrivée de matières premières et de Sherman en Angleterre. L'anglais ne peut pas non plus envoyer des Sherman en Afrique. Ce qui devient encore plus important à ce moment-là, vu que si l'Italien ou l'Africa Corps arrive à malmener une division blindée anglaise, elle ne pourra pas être construite, tout simplement. C'est ça. Ça va devenir intéressant, la guerre sous-marine. Et là, on peut comprendre pourquoi l'Allemand va peut-être vouloir chercher à rusher les types 21 s'ils sont bien représentés dans le jeu comme il était en réalité. Donc voilà, pour la guerre stratégique sous-marine et des convois, je pense que ça, c'est un des aspects moi qui me motive le plus sur le jeu. Hein. Franchement, la guerre stratégique avec les convois. Donc voilà pour la haute mer. Maintenant, on va parler un peu des combats navals à proprement dit, parce que maintenant, quand 2 flottes vont se rencontrer... Enfin, c'est pas exactement quand 2 flottes, c'est quand il y aura une rencontre en 2 navires. Entre des navires, parce que ça veut dire que tu pourrais, comme le screenshot qu'on voit là, on voit qu'il y a quoi pour côté américain, il y a un CV, un CA et un DD. C'est ça. Mais pourtant, de l'autre côté, on voit qu'en réserve, il y a encore un CA et 7 DD. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant cette photo, parce que maintenant, on va véritablement pouvoir suivre la progression du combat naval minute par minute. On voit les qualités, on voit les 2 commandants, on voit les qualités, on voit les navires qui sont en réserve, et on voit les navires qui sont au contact sur la ligne, et qui tirent sur qui. Et là, on voit bien que sur cette photo, il y a un bébé et un bébé lourd qui tirent sur ce pauvre CA. C'est ça, là je connais un pauvre CA qui va se faire salement allumer par les 2 cuirassés japonais. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en fait, l'Américain, avec 2 CV, il a 153 chasseurs qui traînent et 75 bombardiers torpilleurs. Alors que le japonais en face a 60 chasseurs et 23 torpilleurs. Par contre, il a 2 C'est mal barré. Ouais, il a 2 CV en réserve, hein, le japonais. D'ailleurs, on voit dans la barre que les avions américains donnent l'avantage à l'américain. Mais par contre, au niveau contact, il a pas le dessus. Et avec les renforts japonais qui vont arriver, le japonais, je pense, va réussir à inverser la balance s'il garde son CV en vie, en fait. Franchement, moi, ça me plaît, les nouveaux combats navals, ça va vraiment être un jeu d'échecs. Ce qui va aussi être intéressant, c'est que ça va plus être comme dans Darkest Tower actuellement, où tu as juste des batailles navales qui durent 4 heures, boum boum boum, et en fait, si t'as pas de CV, t'es mort. Mais bon, moi je me pose la question comment ils vont réussir à prendre en compte le fait d'avoir une flotte avec des CV et un bébé, parce que bon, là, si on prend ce screenshot, on voit que la flotte de contact japonaise est en train de malmener un CA, mais est-ce qu'elle a les moyens d'aller malmener le CV? Je suis pas sûr que ce tableau soit... c'est pas représentatif des distances, en fait. Hein. Non, je pense pas. Le CV, généralement, à 120, à 150, 160 km, il est beaucoup plus loin de la zone de contact. Hein. Donc ça, c'est le nouvel écran des batailles navales. Franchement, moi, ça me va bien. Genre, après, comme tu dis, il faut voir comment ils vont gérer les distances. Donc je pense que c'est tout pour le naval. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Tant que je vois, non. On va passer à l'aérien, le combat aérien. Et en fait, c'est le combat aérien. Ça, c'est ce qui m'intéresse moi le plus. Ils ont totalement révolutionné la façon de faire le combat aérien. Comparé à Darkest Tower, c'est clair que maintenant, DH semble très simple de la façon dont c'était géré en fait. Et alors là, il semblerait qu'ils ont totalement abandonné l'aspect de micro-gestion de ces forces, je dirais passives, pas passives, mais passives quant à leur emploi. En fait, les aérodromes, donc les régions, auront chacun leur aéroport, et on devra affecter un certain nombre d'avions ou d'escadrilles sur chaque région. Ce qui veut dire que si on regarde le CV, là, le screenshot avec l'allemand, on voit que l'allemand a affecté, on voit que dans la région Normandie, il a affecté 18 BF-109 et 25 BF-110, ainsi que 10 Henkels 51. Et que ces 3 avions sont affectés à la région Normandie, et qu'ensuite, là, il faudrait décrypter, savoir quels ordres ils ont, mais qui, depuis la région Normandie, ils vont avoir des ordres spécifiques de prise de contact ou d'assaut aérien sur certaines zones. Il pourra dire, prenez la supériorité aérienne au-dessus de la Manche ou au-dessus de l'Angleterre. Dans DH, vous pouviez avoir 10 escadrilles qui en chopaient une. Et sans déconner, en un engagement, votre escadrille ADH, elle tombait à 5%. Là, ça va plus être possible, ça va être des combats d'attrition sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est-à-dire que vos escadrilles vont se taper dessus, mais ça va être du 1 contre 1 ou 2 contre 1, pas plus. Ça peut pas être du 3, 4, 5 contre 1. Donc si vous avez la chance d'avoir des pilotes en réserve à l'usure, vous allez réussir à prendre le dessus sur plusieurs semaines. Vous allez réussir à prendre le dessus sur l'escadrille ennemie. Néanmoins, si votre escadrille, elle, se fait malmener, parce que vous avez plus d'avions dans votre pool, hein, oubliez pas, les avions vont arriver par train et compagnie, donc va pas falloir, ça va être compliqué à gérer.
votre escadrille va s'arrêter d'elle-même, je pense, si vous lui mettez une certaine limite. De genre en dessous de 10% de force, vous sortez plus quoi. Forcément, s'il y a plus que 5 pilotes et 5 avions, et qu'en face il y en a 50, ça va être difficile. Mais ça va être des combats d'usure, ça va plus être des combats de micro-gestion véritablement, ça va être des combats de planification et de gérer l'arrivée des recrues et des nouveaux avions. Et ensuite, après, pour les bombardements tactiques et stratégiques, c'est un tout petit peu différent, mais l'idée est un peu la même. On attribue un certain nombre, comme on peut voir là, toujours sur le screenshot, les bombardiers, qu'il y a 23 Inkelson 11 et 20 autres Inkelson, donc il y a 2 escadrilles, et on leur dit allez taper dans telle région, dans telle zone stratégique. Ça, je ne me rappelle plus comment c'est fait. Je crois que c'est telle région et tu peux descendre dans la région. Et ensuite, ils vont aller chercher des cibles. Et ça veut dire qu'ils vont attaquer tout ce qu'ils trouvent. Les chasseurs, s'il y a supériorité aérienne absolue au-dessus d'une région, ils vont amener des bonus. C'est ça. Pour donner un exemple concret, imaginez que les Allemands en Normandie, donc après le débarquement, genre début juin, si les Alliés ont la supériorité à 100% dessus la Normandie, ben c'est simple, les unités allemandes au combat, donc quand vous allez avoir des combats terrestres, les unités allemandes seront moins bien retranchées, perdront de l'orgue, auront moins d'orgue, ou alors le ravitaillement aussi, par rapport au pool de ravitaillement régional, il y aura moins de ravitaillement qui arrivera, il y aura peut-être moins de recrues, peut-être qu'il y aura un malus sur le matériel qui arrivera, du matériel endommagé qu'il faudra réparer et compagnie. Donc en fait la supériorité aérienne va vraiment avoir un vrai impact, c'est pas juste un tactique qui va passer et qui va enlever 10% d'orgue. Là, ça va être encore de l'usure en fait. Hein. Ça va être ça. Et le but sera de garder la supériorité aérienne pour que les unités terrestres, elles, continuent d'avoir les bonus en conséquence. Il n'y aura plus véritablement d'impact avec des barres qui changeront à toute vitesse comme ADH. Ce qui me plaît bien, parce que je trouve que ça révèle assez bien la composante aérienne. Elle n'est pas forcément décisive, la composante aérienne, mais elle fait un travail de sape, d'usure sur les semaines en fait. Hein. Chose intéressante, c'est que il n'y aura plus de différence entre les chasseurs et les intercepteurs. Non, en fait, ouais, ils ont regroupé maintenant, on a les chasseurs lourds, le chasseur, c'est le chasseur monomoteur, le chasseur lourd sera le bimoteur, et après on aura les tactiques et les stratégiques. C'est ça, les tactiques et stratégiques. Ce qui est intéressant maintenant, on va pouvoir véritablement, avec la tech des avions, on va pouvoir faire des trucs assez vicieux. Ah voilà, avions et armes technologiques. Donc par exemple là on a l'arbre de tech américain, donc qui est calqué au final sur l'arbre de tech des tanks, hein, si vous regardez l'épisode avant. Et là vous voyez par exemple, moi je trouve l'arbre de tech américain absolument magnifique, hein, à tous les points de vue, puisqu'on commence vraiment du P1 au en 33 et on finit avec le sabre en 1950. Et on voit toutes les évolutions en fait. Et ça va être exactement comme pour les tanks, vous allez pouvoir créer des variantes. Sachant que par exemple vous prenez les chasseurs, vous allez pouvoir foutre des Mustangs sur des porte-avions. Si vous voulez navaliser vos Mustangs, vous allez pouvoir en faire des versions aéronavales et pas partir sur des corsaires, mais plutôt sur des Mustangs. Je trouve ça absolument génial. Il ne faut pas aussi oublier que chaque avion à l'intérieur pourra encore être personnalisé. Il y a le petit screenshot qui dit le P51D Mustang, où on voit que le joueur a mis 3 points de plus dans la portée, 1 point dans les armes et 2 points dans le moteur, qui fait qu'il va plus vite. C'est ça. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer à l'inverse mettre, je sais pas moi, des canons de 75 sur les armes en tir automatique et mettre 6 points dans les armes, mais par contre, il ira pas loin, il ira pas vite, et puis on n'est même pas sûr qu'il puisse décoller. Il va y avoir l'agilité, il va y avoir, tu l'as dit, l'armement. Plus vous allez mettre de l'agilité à votre avion, forcément il va y avoir les malus qui vont avec, hein, il va peut-être être moins solide, mais plus il va pouvoir exploiter sa puissance de feu. C'est-à-dire que par exemple un 0 en début de game va avoir une très bonne portée, une excellente agilité, et il va pouvoir exploiter mieux sa puissance de feu, ce qui est absolument historique. Et il va peut-être falloir attendre que l'Américain développe des avions adaptés pour combattre en fait les intercepteurs japonais. Cette agilité dont tu viens de dire, en fait c'est un pourcentage de la puissance de feu, qui permet, comme tu as dit, de bien pouvoir utiliser toute la puissance de feu. On va vraiment pouvoir personnaliser ces avions, peut-être en cherchant à innover, à surprendre l'adversaire, en mettant des avions pas blindés mais incroyablement agiles, ou peut-être des avions un peu plus lourds parce qu'on sait pas trop ce que l'autre a en face. Et en fait c'est les premiers chocs des combats qui vont vite nous dire à quoi on a affaire en face. Peut-être qu'on pourra voir les stats des avions ennemis via du renseignement ou ce genre de choses, on n'en sait encore rien, mais je pense que ça va forcer au renseignement. Parce que je pense qu'il y aura moyen de faire des bonnes surprises au niveau du custom des avions et compagnie. C'est un truc qu'on pouvait pas faire dans DH. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les arbres de tech vont vraiment être personnalisés par faction. Par exemple, là, on voit le Shooting Star en 45, on voit le bombardier Canberra, le Canberra anglais, le Tornado, en bombardier à réaction. Alors, est-ce que l'allemand, lui, il a quoi? Est-ce qu'on va avoir un 262 qui va vraiment être overcheaté, avec moins d'agilité peut-être? Parce qu'il faut bien comprendre une chose aussi, comme ce PP est en train d'expliquer, c'est qu'on n'aura plus
on va dire, modèle, je sais pas, CAG-42, C'est ça. CAG-37. Maintenant, si tu décides, qu'est-ce que tu mets sur ton porte-avions C'est vous qui allez créer. pour aller attaquer? Est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux mettre 30 Mustang? On voit sur la photo là, on voit par exemple, nous ce qu'on sait, on sait que l'Avenger, le Destroyer et le Devastator ce sont des avions embarqués, mais il n'y a pas eu de Mustang sur porte-avions, il n'y a pas eu d'Air à Cobra, mais là vous allez pouvoir les navaliser vos avions. Et pareil, vous allez pouvoir mettre le Shooting Star et le Sabre sur porte-avions, ce qui est absolument génial. Parce que allez savoir s'il va pas falloir se battre contre un Allemand surpuissant au milieu de l'Atlantique et qui aura lui-même ses 262 sur porte-avions en 1953 ou 54 selon comment le jeu va évoluer. Donc là vraiment les devs nous laissent une marge de manœuvre. Il va falloir planifier et penser. Parce que Le combat sera juste le résultat de ce que vous aurez fait au final. Hein. Il y aura de la chance mais pas tant que ça. Et moi ça me plaît bien, bien la planification, j'aime bien gérer un complexe militaro-industriel. Le combat c'est marrant mais c'est pour ça que ce HOI 4 en fait moi me branche énormément. Hein. comme tu avais dit dans l'autre épisode, c'est plus un jeu de planification avec quelques combats que un jeu de combat avec la planification. Si tu regardes par exemple même les B-17 sur le screenshot là, les B-17 font partie de la zone 36. Pourtant, entre les B-17A et les B-17, c'est quoi le tout dernier? C'est les G, non? C'est ça, les B-17G. Qui sont tout ce que tu veux. Mais ça peut rien avoir, hein. Les machins ils sont surarmés, mais il va falloir spécialiser ces B-17 si l'allemand commence à sortir des machins lourds pour intercepter ça en fait. Voire peut-être développer des chasseurs d'escorte. Là on n'a pas l'arbre de tech, mais peut-être qu'il y a d'autres chasseurs plus spécifiques avec plus de portée, on n'en sait un peu rien. Hein. C'est ça qui va être impressionnant, c'est qu'il va vraiment falloir développer une arme aérienne. En fonction ce que tu veux faire. Alors on voit qu'il y a la technologie turboréacteur, hein, Jet Engine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les devs ont dit, mais ne nous l'ont pas montré, il va y avoir un arbre arbre secrète. Donc il faut sûrement s'attendre à avoir des trucs un peu incongrus chez tout le monde. Hein. Les Allemands étaient pas en reste, hein. Tout le monde avait un peu des trucs intéressants. Et avec un arbre bien fourni, je pense que le modding apportera un arbre de taré. Hein, à ce que j'ai ouï dire, certains nous ont dit dans les commentaires que les devs avaient prévu que le jeu soit facilement modable comme EU4. Donc l'allemand aura probablement, allez savoir, le bon vieux Comet. On va avoir les bons vieux, peut-être les missiles Wasserfall, les V2 missiles solaires quoi, qui vont coûter cher peut-être, parce qu'investir là-dedans et après planifier le complexe militaro-industriel pour le faire parce que sortir du caoutchouc en 44-45 parce que ça a un coût hein, de sortir des Messerschmitt de 62 en 44 hein, les turbines jumeaux 004 elles se font pas avec de la ferraille hein, moi en tout cas ça me tente tout ce que je lis là me passionne au plus haut point donc j'espère qu'après on verra in-game comment ça va se passer mais ça m'a l'air très bon et encore je trouve que c'est très raffiné ce qu'ils ont fait c'est très propre on voit qu'ils cherchent à toucher un public ancien, tout comme attirer peut-être je pense des jeunes joueurs qui ont peut-être pas touché Heart of Iron. Donc je crois que c'est tout pour ce qui concerne l'arme aérienne et le naval. On a encore quelques trucs à faire au niveau politique, je pense qu'on a des trucs très intéressants à dire sur les trucs politiques, sur la politique, la façon la de diplomatie, parce que ça va être très très intéressant. C'est des trucs qu'il n'y avait pas dans Darkest Tower. Le commerce, tout ce qui est après encore les mécanismes politiques internes et la façon de construire les usines. Et la manpower et l'infanterie qu'on n'avait pas parlé non plus. Ah oui, la manpower qui a l'air d'être un truc. Il y aura tout ça dans le dernier épisode et ça va être sympa encore. Donc si vous avez des questions, si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous en faire part dans les coms. Et puis je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. Glaps. Je pense aussi. Sur ce, passez une bonne soirée. Et vous aussi. on vous dit à ciao prochainement pour le dernier épisode. A plus.